parce qu'ils veulent aller à l'étranger. Toi, tu fais le chemin retour, quitter les États-Unis. Il y a des gens qui font plus que moi, mais ils se cachent. Les politiques le savent, et dès que tu n'es pas avec eux, on t'envoie les taxes sur tout ton business. L'Africain, c'est tuer les champions, il ne sait pas créer des champions. Nos leaders, ils n'ont pas de vision. Ils vont faire des routes, ils sont contents. Après, tes enfants vont mourir dans l'océan Atlantique pour aller chercher l'Eldorado. 6000 jeunes Sénégalais sont morts cette année dans l'océan Atlantique. Si tu veux récolter demain, il faut semer aujourd'hui. On dit à Wolof, il faut investir sur la jeunesse, et c'est eux l'avenir de ce pays. Cette jeunesse qui est en train de mourir par manque d'espoir, mais comment ils vont être demain? On a des milliards, les Français, ils viennent ici prendre, après on va aller là-bas pour dire on a besoin de dons. Tous les présidents africains, inclus mon président sénégalais, il est en Italie, un petit pays, l'Italie, pour faire le sommet Italie-Afrique. Comment est-ce que tout ton continent peut aller parler avec un pays pauvre? Comparer le Sénégal, on est plus riche que l'Italie. Mais maintenant, il y a sommet France-Afrique, Italie-Afrique, Turquie-Afrique, il y a même les Japonais qui font Japon-Afrique maintenant, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique. On ne se respecte pas. Je peux sentir ta frustration. Mais là, tu m'as chauffé encore. Hein. Les gars, on est au Sénégal, Ouais. Et j'ai une grosse surprise pour vous. Aujourd'hui, on est venu à la rencontre du très célèbre, très impactant Thione Niang. C'est important de venir voir ce qu'il fait, de montrer ce qu'il fait, d'échanger avec lui. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va parler juste un peu de sa jeunesse, pas beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de reportages sur ton enfance et tout le reste. Bon, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça me donnerait qu'on ne le connaisse pas. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous vivez quelque part, je ne sais pas où. Qui est Thione Niang? Merci. Merci Stéphanie d'être venue au Sénégal. Welcome, bienvenue chez vous. Merci. Dans la gamme, comme on dit à Wolof ici. Merci d'être là à Jefferson. Thione Niang, je suis sénégalais. Je suis de Kaolack. J'ai grandi à Kaolack. À 16 ans, j'ai quitté Kaolack pour aller à Dakar. C'est là où j'ai eu mon baccalauréat à Dakar. Ce qui m'a inspiré au début, c'était changer les conditions de vie de ma mère. Tu sais, chaque personne a un why, le pourquoi. Je regardais ma mère avec les difficultés de presque toutes les femmes africaines traditionnelles qui n'ont pas fini leurs études, qui n'ont pas eu de travail, mais qui travaillent à la maison dans des familles polygames, avec 10 enfants, un bébé ici, l'autre à côté, de l'autre à côté, pleurer autour. Et tu dois cuisiner quand c'est ton tour, aller au marché, sous la chaleur de Kaolack, chaleur ardente de Kaolack. Sous cette chaleur-là, travailler pour nourrir la maison, cuisiner pour une trentaine de personnes, ne pas même avoir un merci. Et j'ai vu ça très tôt et j'ai vu que je devais faire quelque chose pour apporter le bonheur à cette belle femme qui est très douce, qui rêvait aussi de la réussite de ses enfants aujourd'hui. Et beaucoup de femmes africaines rêvent de ça. Et ça m'a donné beaucoup de force. Moi, j'ai grandi après avec mon grand-père, avec beaucoup de difficultés, comme beaucoup de jeunes Africains. Hein. C'est pourquoi je comprends cette vague d'immigration qui est au cri de cœur de cette manque d'espoir, hope. J'étais dans cette même condition avec mon grand-père qui était handicapé, on n'avait pas d'argent, 3 jours parfois, on ne mangeait pas à la maison. Et lui, il croyait en moi, qui m'a très tôt responsabilisé, qui a mis très tôt cette niaque de vouloir réussir, qui me disait que les conditions de la famille, c'est à toi de les changer. Il m'a chargé très tôt, quoi, tu vois. Et j'avais que 12 ans, 14 ans, après j'ai quitté Kaolack. Il m'a demandé de quitter Kaolack pour venir à Dakar. Et là, c'est là où j'allais à l'école. Les vacances, j'étais apprenti maçon, je travaillais dur pour envoyer quelque chose à ma mère. Avoir ses prières. Tu as fait de la maçonnerie? Ben oui, chaque année scolaire. Les vacances, c'est ce que je faisais à Dakar, parce qu'il fallait gagner quelque chose. C'est là où j'ai commencé à comprendre la valeur du travail. Et mon premier salaire est venu, même avant ça, hein, quand j'avais 12 ans, je vendais des radis. On appelle ici les radis, les Sénégalais savent ce que je dis, c'est des glaces. Les glaces. Les week-ends, j'allais en Birkelane. Les vacances. Birkelane, il y a un grand loom, c'est un marché hebdomadaire le dimanche. Pour aller là-bas vendre des glaces pour ma tante. Et à l'ouverture de l'école, elle me donnait l'argent que j'ai gagné.
Et c'est comme ça que j'achetais mes habits pour aller à l'école, les fournitures, etc. Donc, très tôt, mon grand-père m'a vraiment accru en moi. C'est comme ça que je suis arrivé à Dakar. Après le bac, j'ai tenté le visa. Ils m'ont refusé 3 fois. 4e fois, c'est comme ça que j'ai eu mon visa. Et je suis prêt. Comme l'histoire, hein, beaucoup le connaissent déjà, j'ai fait 5 mois, je ne pouvais pas aller aux États-Unis, je n'avais pas de billet d'avion. Wow. 500 000 francs en Afrique, on ne pouvait pas trouver. 5 mois, janvier, février, mars, avril, mai. C'est le 25 mai que j'ai pris l'avion. Wow. Et j'ai cherché partout. Ma mère a tout fait. Finalement, elle est allée voir. Moi, j'avais déjà give up. Hein. J'ai laissé déjà, je dis, ben, ça ne vaut pas la peine. J'ai un visa d'étudiant, je ne peux pas aller. Et on est allé partout regarder. Ma mère, quand on lui dit non. Et un jour, ma mère m'a appelé pour dire, mais Daouda est là. Un cousin qui est venu de Chapeau, je dis, mais je ne peux plus aller parce qu'ils vont nous dire non anyway. Mais avec nos mamans, quand tu lâches, elle ne lâche pas. Elle est allée anyway, elle m'a appelé le matin pour me dire qu'elle allait le trouver à Dakar. Je suis allé, le gars m'a donné le billet. Acheté le billet, ça restait $20 en cash. Elle m'a donné ça, bon, ce qui reste pour argent de poche. Et c'est comme ça que je suis arrivé à New York, débarqué avec ces $20-là, 10 000 francs CFA. $20 dans la poche? Ouais, c'est tout ce que j'avais, mais avec un cœur rempli de rêves. Wow. Avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. Parce que j'avais promis à ma mère à 12 ans que un jour, je l'ai trouvé pleurer à 4h, 5h du matin. Par désespoir, et je lui ai dit, un jour viendra, ton fils, je vais grandir, je vais travailler, je vais changer ta vie. Et c'était une promesse, ma première promesse, qu'il ne m'a jamais lâché. Et le jour où je suis arrivé aux États-Unis, je me rappelle, un ami de la famille As m'a appelé de l'aéroport, on est arrivé, je lui ai dit, bon, j'ai $20, je veux acheter un stand pour appeler, il n'y avait pas WhatsApp. Il fallait appeler des cartes. Et tu craches, tu appelles. Et il n'y avait pas beaucoup de cellulaires en Afrique. Donc, dans tout le quartier à Médina, là où j'habitais, Médina Mbaba, il y avait une maison qui avait téléphone. Donc, il faut appeler là-bas. Après, on te dit, oui, décroche, on va aller appeler ta maman, tu reviens. Tu rappelles encore. Donc, j'avais acheté $10 de carte. Et j'appelle, elle me dit, oui, on va aller appeler maman. 15 minutes après, j'appelle. Elle est là, elle me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis, tu sais, non, maman, elle se soucie toujours de ta vie si tu es OK. Et elle savait que ça ne va pas. Parce que là, moi, il fallait repousser les limites. J'avais rêvé mon rêve était d'arriver aux États-Unis. Maintenant, je suis là, je fais quoi? Il fallait encore repousser et recommencer. Il faut d'autres rêves, quoi. Il faut aller tout de suite trouver du travail. J'ai pas de famille ici. Là-bas, j'ai pas les moyens. Tout est nouveau. Il y a l'anglais qui est très rapide. Je comprenais pas beaucoup. La culture, la nourriture, j'ai laissé tout ce que j'aimais, mon pays, ma nourriture, ma culture, ma famille, tout était derrière. Je suis seul dans un pays comme les États-Unis et je devais tout de suite réussir parce qu'il fallait coûte que coûte changer sa vie. Et quand sur le téléphone, elle a entendu que quand il m'a dit est-ce que ça va, et j'ai commencé à pleurer, le téléphone a coupé. Elle a pleuré, poup, ça me donne même des... Et là, ça me reste $10. Et je m'assais un peu de pizza. Maintenant, presque l'argent est fini. Je dis à Asdian, qui m'écoute, il est toujours à New York, un gars extraordinaire qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu chez lui. Tout de suite, il fallait trouver du travail. Donc c'est comme ça, il m'a amené chez Ben, dans un restaurant mexicain, et j'ai trouvé le travail là-bas pour nettoyer les tables. Le plus beau jour de ma vie, c'est arrivé 2 semaines après quand j'ai reçu mon premier chèque. Comme vous tous, hein, quand on est aux États-Unis, le premier chèque, on va à Western Union, MoneyGram. Ce jour-là, j'étais impatient parce que le bus a pris un peu de retard. Moi-même, j'ai couru là-bas jusqu'à Western Union pour envoyer l'argent à ma mère. Alhamdulillah, depuis ce jour-là, chaque mois, ça fait 25 ans presque, maintenant 24 ans. Et ça a changé ma vie complètement. Et voilà mon petite histoire, pourquoi je suis allé aux États-Unis. C'était vraiment pour maman. Maintenant, j'ai trouvé que j'ai aussi aujourd'hui beaucoup de mamans en Afrique qui ont besoin de nous. Beaucoup de nos sœurs ont besoin de nous. Beaucoup de notre jeunesse, au-delà du Sénégal, africaine, a besoin de nous. Ce qui a motivé aussi mon retour. C'est ça, c'est justement la prochaine question que j'ai pour toi. Étant de la diaspora américaine, on a beaucoup de jeunes qui partent mourir dans la mer parce qu'ils veulent aller à l'étranger. Toi, tu fais le chemin retour.
Mais est-ce qu'on t'a pas pris pour un fou, là, tu décides de quitter les États-Unis? Tu avais quand même, tu étais bien, hein, tu te plaignais pas. Du tout. Tu as travaillé pour la campagne d'Obama, tu as de bonnes connexions, mais néanmoins, tu décides de rentrer. Ouais. Pourquoi? D'abord, au début, nous, Africains, quand on quitte nos pays, c'est pas pour aller rester, hein. Beaucoup d'entre nous restent parce que les conditions ne sont pas réunies pour revenir avoir cette même confort de vie qu'on a aux États-Unis. Mais je sais que tous les Africains qui m'écoutent, s'ils avaient ce qu'ils voulaient, ils n'allaient pas dormir à New York. Ils allaient revenir et amener ce transfert de compétences. C'est pourquoi la diaspora est un peu frustrée de ce qui se passe. Parce qu'ils veulent rentrer. Ils ont travaillé, ils ont gagné beaucoup de compétences. Et ils ont parfois les moyens pour venir investir dans leur pays. Mais beaucoup de pays africains ne les reçoivent pas. On est devenu des menaces sur la politique, par exemple. Et quand on arrive, ils nous fatiguent. C'est pourquoi ils sont très frustrés dans beaucoup de pays, pas seulement le Sénégal. Mais je disais qu'au début, on est allé, moi, quand j'ai décidé d'aller, c'était pour aller me battre pour ce qu'on dit en Wolof, Faj Gatché. Nous tous, on a quitté pour ça. Faj Gatché. C'était pour aller apporter l'honneur dans nos familles. Pourquoi? Parce que dans nos propres pays, nos pays d'origine ne peuvent pas nous donner cet espoir qu'on a besoin. C'est compliqué de réussir dans nos pays. Si tu veux savoir, je dis toujours que si tu veux comprendre, avoir un aperçu sur l'avenir d'un pays, il faut regarder les conditions de sa jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, son rêve le plus ardent, c'est de quitter son continent. Aujourd'hui, au Sénégal, tu vas prendre 10 jeunes, 9 de ces jeunes-là rêvent, même plus des jeunes, hein, il y a même des vieux, des fonctionnaires. Le rêve le plus ardent aujourd'hui, c'est quitter le Sénégal. Pour ceux qui peuvent encore rêver, hein, parce que beaucoup ne rêvent même plus. Oui, parce qu'il n'y a plus d'espoir dans nos pays. Et c'est malheureux, c'est pourquoi on quitte. Mais si on pouvait revenir, c'était pour ça. Et puis, pour répondre à votre question, c'est pas, moi je ne suis pas le premier à faire le retour. Hein. C'est rien de spécial. On devait me poser la question. D'ailleurs, pourquoi vous avez réussi, vous n'avez pas fait le retour? Si j'étais resté aux États-Unis avec toutes ces compétences que j'ai eues à Washington et dans le monde entier, si je restais encore à Washington, si tu me posais la question de pourquoi tu n'es pas au retour en train d'apporter ça à sa jeunesse africaine, là, j'aurais du mal. C'est la question à se poser. Mais ce que j'ai fait, c'est rien d'exceptionnel. C'est les normes. Bien que c'est difficile. Revisitons l'histoire un peu. Aujourd'hui, nos pères fondateurs, si on revisite l'histoire pendant la colonisation, quand l'Afrique francophone a été décolonisée, c'est le monde politique, hein. Économiquement on est toujours colonisé. Mais les pères fondateurs qui ont décolonisé l'Afrique, ils ont fait la même chose que moi. Moi j'ai fait la même chose qu'eux. Ils sont allés apprendre de l'autre côté. Cheikh Anta Diop a fait la même chose, Lamine Gueye a fait la même chose, Nkrumah a fait la même chose, Senghor a fait la même chose, Abdoulaye Wade a fait la même chose. Je ne suis pas le premier, ils sont allés à l'université là-bas. Ils ont étudié et ils avaient l'opportunité de rester. Cheikh Anta Diop est un exemple extraordinaire. Après les études, après qu'il a soutenu son PhD, on l'a proposé de travailler en France en tant que professeur. Il a dit non, moi je vais aller tout de suite, demain je prends l'avion pour aller servir mon pays. Et ce qui s'est passé, il est revenu ici, on l'a fatigué dans ce pays-là. On a refusé d'enseigner à l'université qui porte son nom aujourd'hui, Cheikh Anta Diop. Il a créé un parti politique que Senghor a dissous. C'est pourquoi j'ai toujours dit l'Africain ne sait pas créer des hommes, on sait détruire des hommes. On ne sait pas créer des champions, on sait détruire des champions. Imagine Cheikh Anta Diop avec cette portée qu'il a aujourd'hui, qu'il a dans le monde entier. Le Sénégal ne pouvait pas profiter de cet homme brillant comme Cheikh Anta Diop. Donc aujourd'hui, moi j'ai pris des risques. J'ai pris des risques parce que vous avez vu comment c'était compliqué au moins à mon retour dans mon pays. C'était pas du tout facile, c'est toujours pas facile. Mais je me bats, je suis là au fond du Sénégal, dans un village, où j'ai ce que vous voyez aussi, cette ferme. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien, il n'y avait même pas les arbres. Tout ce que vous voyez ici, je le semais avec ces jeunes, un à un. Parce qu'un leader, il faut savoir aller là où il n'y a rien et vous créer quelque chose. Et vous laissez des traces derrière qui peuvent inspirer des générations qui doivent venir. Et ça, c'est une vision que
que j'ai, au-delà de ma mère, j'ai créé cette vision aujourd'hui qui va être ma why, de ma contribution dans mon continent. Et ça, si c'était facile, je n'allais pas le faire. Je le fais parce que c'est difficile. C'est dans la difficulté qu'on va trouver aujourd'hui les solutions pour résoudre cette dépendance de notre pays, mais ce manque d'espoir de notre continent qui est aujourd'hui un peu frustrant. Un continent qui a tout et manque de tout. Avec ces leaderships qui n'ont aucune vision de ce qui va développer notre continent. Mais Nian, justement, tu prends ton courage d'où? Parce que je connais beaucoup d'Africains qui veulent faire ce retour, mais les conditions. Comment est-ce que quelqu'un peut quitter le confort de chez lui, donc de chez lui, du pays qu'il a accueilli, dont soit les États-Unis, la France, et dire qu'il rentre dans des conditions prospères? Toi, tu tires ton courage d'où? C'est venu d'où cette force intérieure? Ce que je dis là, cette force intérieure vient de voir ma maman dans ses difficultés. Et de revenir dans mon pays chaque jour. Et je suis encore plus frustré parce que quand je suis aux États-Unis, je suis au Canada, je suis en Australie, je suis à Singapour, j'ai parcouru le monde de plus de 100 pays. Et je vois ces pays qui n'ont pas la moitié de ce que nous avons. Nous, on a des terres arables. Dans mon pays, ici où on est au Sénégal, 3 millions de terres arables. Il n'y a que 11% qui sont utilisées. 11%? Ben oui. Et aujourd'hui, là où on est autour de nous, là, jusqu'à l'aéroport du Sénégal, c'est les Indiens qui sont en train d'acheter des hectares en train de faire de l'agriculture. Il y a les Chinois, il y a les Espagnols, il y a les Italiens qui font travailler nos parents et nos jeunes. Quand tu vas dans leur champ, c'est comme si tu étais pendant l'esclavage. Des milliers d'Africains qui travaillent à 2000 francs la journée. Tu vois les Blancs qui sont là-bas ou les Asiatiques, avec le téléphone et l'ordinateur, faire des transferts de milliards. Et le reste là, c'est ce qui va dans nos marchés. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans l'océan Atlantique. Des bateaux qui viennent prendre tout ce que nous avons. Nous, on ne peut même pas trouver du poisson pour manger. Et tous ces jeunes qui étaient pêcheurs tout au long des 700 km de côte qu'on a, ne peuvent plus trouver du travail. Et ces jeunes sont en train de mourir dans l'océan Atlantique silencieusement, que personne ne peut expliquer ce qui se passe et nos leaders n'en parlent aucune. No actions oriented. C'est comme génocide ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Ces jeunes qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais ça, c'est assez pour te donner de l'énergie. Si un être humain, si tu as une vision et si tu as voyagé pour voir dans d'autres pays ce qu'ils ont pu faire, avec rien, nous on a la jeunesse, population la plus jeune du monde. On a le soleil, ce qui est extraordinaire aujourd'hui. Moi, je prie Dieu depuis que je suis arrivé, alhamdulillah, depuis que j'étais au Canada et les États-Unis, je ne voyais pas le soleil depuis un mois. Je suis arrivé ici, c'est comme ce blessing. Eux, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas sorti. Le soleil seulement peut changer l'Afrique. On a ça. 700 km de côte de Sénégal. Ça peut seulement nourrir le Sénégal. Et on ne mange pas assez. On a le pétrole, c'est pas fini. On a le zircon, 3e mondial. Zircon au Sénégal, on a ça. C'est juste à côté ici. Hein. C'est juste à 30 km de là où on est. On est vers Mboro ici, tu sors ici. Il y a le zircon, c'est des montagnes de sable. Ici, de Djogo jusqu'à Saint-Louis. Ça finit jamais. À l'éternité. On en a ici. On est encore pauvre. C'est pas fini. À Kédougou, tu vas là-bas, on a l'or là-bas. C'est incroyable. Et tous les villages autour d'eux, ils n'ont pas 1000 francs pour manger la journée. C'est pas possible. Ben oui, la pauvreté à Kédougou, tu vas aller là-bas faire des reportages, il faut aller le voir. Et l'or qui sort de là-bas jusqu'à, le président en parlait même il y a quelques mois. Il n'y a pas de comptoir dans le pays. On ne refine pas dans le pays. Tu ne vas jamais rencontrer une Sénégalaise qui porte l'or sénégalais. On ne le voit pas nous. C'est pas possible. Oui, oui, chaque jour, des millions sortent, des tonnes sortent chaque jour pour aller à Dubaï, en Suisse, partout, pour être vendus et revenir ici nous vendre ça. Ça, c'est juste un peu. Hein. Il y en a le fer. On a les terres partout. Mais tout ce qui est en train de se construire dans ce pays et dans ce continent, c'est par les autres. Moi, je disais toujours que je veux créer ce rêve sénégalais, d'ailleurs, qui existe déjà, mais c'est en train d'être vécu par les étrangers qui viennent. 3 mois après, tu deviens multimilliardaire. Et que le Sénégalais qui est né dans ce pays, il va naître pauvre, vivre pauvre et mourir pauvre s'il ne sort pas de ce pays. Ou bien il devient politicien, il va prendre de l'argent de l'État,
qui doit construire nos États, qui doit construire nos hôpitaux, qui doit construire nos routes, qui doit construire nos écoles. Cet argent, ils prennent pour faire de la politique, parce qu'en Afrique et au Sénégal particulièrement,